Quelque part en Afrique, au sud de la République démocratique du Congo, des centaines de camions chargés de minerais attendent de franchir la frontière de la Zambie, en route vers les ports d'Afrique du Sud et de Tanzanie. Dans ces sacs, officiellement du cuivre, du cobalt. Une frontière presque comme les autres, sauf qu'ici, avant de franchir la douane, tous les camions doivent se soumettre à des contrôles un peu particuliers. Les fonctionnaires ont des compteurs Geiger et se méfient de chaque chargement. Ils ont peur d'être irradiés. Il faut ouvrir un peu à distance. Pourquoi? Parce que je ne connais même pas les produits. Si au moins le taux est trop élevé, tu peux être contaminé. Le taux de quoi? D'uranium. N'est-ce pas? Parce qu'il y a aussi des poussières d'uranium. C'est ça qui fait le bruit là, le bruit des sons. N'est-ce pas? Quand je vois que le taux est normal, je peux aller tout proche. Alors je commence, voyez, maintenant c'est 20. Alors je vais circuler partout avec le radiomètre. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Un indice de 20 pour ce camion, tout va bien. Ce que cherchent les contrôleurs, ce sont des cargaisons clandestines d'uranium. Car ce commerce, s'il n'est pas encadré, est totalement illégal. Et aujourd'hui, le Congo est l'une des plaques tournantes du trafic mondial d'uranium. Sur la piste des trafics d'uranium, notre enquête commence au Katanga, dans le sud du Congo. On surnomme la région le scandale géologique. Le sous-sol est bourré de minerais, cuivre, cobalt et bien sûr uranium. La principale mine s'appelle Shinkolewe, à 130 km de la frontière. Ici, on l'appelle Shinko. C'est le point de départ de tous les trafics. Une mine qui a marqué l'histoire, et pour cause. Nevada, USA. C'est là que les Américains sont venus chercher de l'uranium pour fabriquer les bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Le 6 août 1945, le bombardier Enola Gay largue la première bombe atomique sur le Japon. Bilan 250 000 morts. Elle a été fabriquée avec de l'uranium de l'ex-Congo belge. Impossible de venir ici sans un guide officiel. À Likasi, nous sommes rejoints par l'un des conseillers du gouverneur de la province, Tshongo Keshinda. À la sortie de la ville, il faut d'abord suivre une trentaine de kilomètres de route empierrée, puis emprunter une piste. Ces gisements sont fermés. En théorie, l'exploitation d'uranium est interdite. Et pourtant, au village de Sandra, premier barrage. À partir d'ici, l'accès est formellement prohibé aux non-résidents. Un policier en civil s'approche de notre véhicule. Nous sommes accompagnés par un agent de l'ANR, l'homme en jaune, l'Agence nationale de renseignement. Grâce à lui, nous allons pouvoir pénétrer dans la zone, peut-être la plus secrète du pays. Le soldat n'aime pas beaucoup la caméra, mais nous repartons. La voie est libre. Quelques kilomètres de piste. Un peu plus loin, Mukumbi. C'est le dernier village avant la fameuse mine d'uranium de Shinkolewe. La région est totalement contrôlée par l'armée. Seuls ses habitants sont autorisés à y résider. Ça, c'est le village le plus proche de Shinko. Ah oui, 7 km. 7 km. Il n'y en a pas d'autres plus près? Non. Non, il y a encore tout près. Kassansa et Kimpese, qui est de l'autre côté. La région est interdite, mais il y a quand même du monde. Et effectivement, beaucoup de représentants de l'ordre. Ils sont organisés ici. Il y a le représentant de l'état-major, il y a le représentant de l'ANR, le représentant de la police. Ce sont eux qui gèrent le village et qui gèrent également le passage
des véhicules qui quittent Chinko ou qui vont à Chinko. Il y a aussi beaucoup de pistes qui conduisent vers la mine abandonnée. Nous en empruntons une sur le conseil des villageois. Ça, c'est vraiment l'entrée du site. Un tronc d'arbre barre la route. Soudain, des soldats nous entourent, très en colère. Notre présence, visiblement, les dérange. Vous entrez comme ça, tant qu'il pas. Non, non. Toi, tu as quelqu'un ici. Non, on nous a donné même des non, soldats. Non, ce n'est pas ça. Qui vous a donné? Ce n'est pas ça. Le commandant. Qui vous a autorisé? Il n'y a pas un commandant là-bas? Là, ça enregistre, on est revenu en arrière. Ils nous font même effacer nos images. Apparemment, de l'autre côté de la barrière, il y a des choses que nous ne devons pas voir. Et je réenregistre dessus. On peut faire ça après. Obligation de faire demi-tour et de suivre une autre piste. Ils ne vont plus nous quitter d'une semelle. Tout le monde refuse d'être filmé. Même l'agent des services de renseignement qui nous accompagne fuit la caméra. Au fur et à mesure que nous approchons de la mine, la végétation se fait de plus en plus rare. Les herbes, les arbres, il n'y a rien qui pousse. C'est stérile, hein, à cause de l'uranium. Ouais. Le taux d'uranium, en tout cas, c'est trop élevé. Le site de Chincolewe a été abandonné par la compagnie qui l'exploitait, l'Union minière, en 1960 à l'indépendance du pays. Mais l'uranium est toujours là. En marchant, notre compteur Geiger n'arrête pas de sonner. En pleine guerre froide, les Belges et les Américains ne voulaient pas que l'uranium tombe entre de mauvaises mains. Ils ont inondé l'entrée principale. C'est devenu le lac de Chincolewe. En bas là-bas, il y a des minéraux de trop qualité. Et par après, ils ont mis les engins, toujours là-dedans. Et après, ils ont bétonné. Après avoir bétonné, ils ont mis l'eau ici. Pour que personne ne puisse pas... Donc ça fait plus de 50 ans qu'il y a cette eau-là. Oui. Elle doit être fortement radioactive. Là, hein. En haut de cette colline, l'ancien site a disparu sous les coups de pioche. Ici, c'était le puits central. Et ça, c'était les bâtiments qui étaient autour. Pendant 10 ans, des milliers de petits creuseurs clandestins ont extrait ici de l'uranium sans aucune protection. Depuis 2006, le site est formellement fermé. Le commerce du minerai est interdit. Le problème, c'est que de l'uranium ici, on en trouve partout, dans un périmètre de 30 km. Et la nuit, l'extraction n'aurait jamais cessé. Le conseiller du gouverneur est sur le point de l'avouer. Il peut y avoir peut-être des petits creuseurs qui viennent en solitaire, mais c'est vaste. Il n'y a plus. Voilà. Un militaire en civil a coupé court à l'interview. L'homme insiste pour nous rassurer. Les militaires sont là juste pour intercaler les petites réserves. Interdire. Oui. Ouais. C'est juste ça. Parce que c'est très vaste. Hein. Oui, c'est très vaste. Ils sont partout. Ils sont partout, les militaires. Ouais. Ils sont partout. La raison pour laquelle vous avez vu le barrière là-bas. Ils sont partout ici. Ouais. Les civils n'entrent pas ici. Ouais. Si une fois que vous avez accédé ici, c'est parce que vous avez l'autorisation. Sans autorisation, vous ne pouvez pas accéder ici. Un discours bien rodé, les militaires contrôlent effectivement le terrain. Mais nous avons des doutes sur leurs activités réelles. Quelques minutes plus tard, une scène va renforcer nos soupçons. En repassant au village de Sandra, un camion benne chargé attend devant la barrière. Il vient de la même direction que nous, c'est-à-dire de la mine. À bord, une demi-douzaine d'hommes. Ils portent des casques. L'un d'eux a même gardé son masque anti-poussière. Manifestement, ce sont des creuseurs illégaux. Mais comment un camion de mineurs peut-il circuler dans une zone contrôlée par l'armée? La réponse est dans un rapport d'une ONG congolaise, l'Assado, spécialisée dans les ressources naturelles. C'est l'armée elle-même qui organise le trafic. Ce rapport date de juillet 2009. Il est accablant pour les militaires. Le minerai de Chincolewe continue à être extrait clandestinement avec la complicité et la participation active de certains éléments des forces armées congolaises. Le rapport détaille très précisément le fonctionnement du trafic. Soit pendant la nuit, soit le jour très tôt, ces militaires armés font entrer des dizaines de creuseurs dans divers endroits des carrières de Chincolewe. Et il met nommément en cause des officiers qui organisent les opérations. Les creuseurs doivent laisser comme rémunération en nature une partie de ces sacs à leurs facilitateurs. Les autres paient en espèces ce droit de sortie.
Pour avoir publié ce rapport, le président de l'association Golden Misabiko est immédiatement arrêté en juillet dernier pour atteinte à la sécurité de l'État. L'affaire fera grand bruit, il sera finalement libéré sous caution pour raison médicale. Prévenu étant malade, il lui est interdit de se rendre dans les endroits tels que la gare ou l'aéroport ou encore moins une frontière. Pour poursuivre notre enquête, nous prenons rendez-vous à Lumumbashi, la capitale du Katanga, avec un fonctionnaire d'une organisation internationale. Il a enquêté sur les trafics de Chincolewe. Malgré son devoir de réserve, il accepte de mettre en cause le rôle de certains responsables politiques. Il se passe que des activités nocturnes qui sont loin des yeux de tout le monde. Et c'est ceux qui protègent, en fait, exploitent la mine. Ouais. Personne ne prendra le risque d'aller là-bas la nuit pour savoir ce qui se passe là-bas. Mais ça, c'est un réseau puissant. Étatique. Ah, je ne peux pas dire ça, mais on ne peut pas faire ça sans un œil supérieur. Des aides supérieures dont les manipulations défraient régulièrement la chronique. Dernier épisode en date, fin 2007. Une étrange affaire de camions d'uranium volatilisés en provenance de Chincolewe. 17 tonnes de minerais hautement radioactifs seraient déversés dans la rivière Moura, à une dizaine de kilomètres de Likasi. La valeur de radiation des minerais jetés est 50 fois la valeur acceptée par les autorités environnementales de la province. En réalité, un faux accident destiné à attirer l'attention et faire diversion. Le but ? Permettre à 2 autres chargements illégaux d'uranium de disparaître pour être revendus à l'étranger. Oscar Rachidi connaît bien l'affaire. C'est un syndicaliste qui lutte contre les fraudes autour des matières premières. Pour lui, ce détournement de camions témoigne de la difficulté à contrôler l'uranium interdit. C'était un leurre. Voilà. Donc les vrais camions se sont volatilisés. C'est pour ça qu'on a fait croire que le camion était tombé dans la rivière. Oui, mais où sont partis les autres? Dieu seul sait. Le sujet est tabou. Parler d'uranium dans la région peut vous coûter la vie. Oscar Rachidi en sait quelque chose. Sur le bord de cette route, on a voulu l'assassiner. Un homme en armes, avec armes, en uniforme aussi, qui a commencé à tirer, tirer sur la voiture. Et alors ils ont commencé à tirer. Et voilà ce qui leur est arrivé, parce que c'est le chauffeur qui était grièvement blessé et il en est mort suite à ses blessures. C'était en 2006. Personne n'a été jugé. Mais selon Oscar, les commanditaires étaient à trouver parmi les hauts responsables politiques. Nous sommes arrivés à découvrir, à avoir quand même une piste. C'était l'ancien ministre des Mines avec certains miniers qui avaient acheté ici. Moi, je souffre ici. Ah oui, je souffre. Ça va, les enfants? Depuis sa petite maison familiale, cela fait plusieurs années qu'Oscar Rachidi dénonce les gros intérêts qui orchestrent les trafics miniers. Dans toutes ces sociétés minières ici, sont actionnaires les conseillers des ministres, les autorités politiques, militaires, tout le monde. L'homme dérange, il a déjà été victime de 3 tentatives d'assassinat. Quand je suis pourchassé, je travaille ici. Ah oui? Oui. Vous n'allez plus au bureau? Non, c'est trop dangereux. Je me cache ici. Surtout quand on sort un communiqué très dangereux là. Je fais même une semaine sans arriver en ville. C'est quoi le dernier communiqué qui vous a valu des ennuis? Bon, la famille présidentielle, on avait sorti un communiqué sur la famille présidentielle qui dérange. Le syndicaliste n'a confiance en personne. C'est pour ma protection, hein. C'est parce que pendant la journée, il peut y avoir un risque d'une attaque. Et je me défends avec. Vous êtes toujours quand même sur le qui-vive? Tous les jours. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Donc, c'est ça. Donc... Est-ce que vous dénoncez la corruption? Exact. Et la fraude surtout. Voilà. Cette fraude, dans l'uranium comme dans la plus grande partie de l'économie du pays, les autorités ne veulent pas la reconnaître.
Nous rencontrons Moïse Katumbi, le gouverneur du Katanga. Depuis qu'il a été élu en 2007, sa popularité ne s'est jamais démentie. Il affirme publiquement lutter contre la corruption, d'où son succès auprès de la population. Tu vois, il nettoie même mon véhicule là. L'uranium congolais vendu clandestinement, selon le gouverneur, une allégation infondée. À l'entendre, les contrôles qu'il a mis en place aux frontières empêcheraient le trafic. Tous ces soupçons-là, moi je trouve un peu ridicule parce que quand le camion quitte, il y a le contrôle, vous allez voir, on contrôle s'il y a la radioactivité. Et du côté de la Zambie aussi, avant d'entrer en Zambie, ils contrôlent. Ils ne peuvent pas accepter qu'un camion qui contient des produits uranifères traverse la frontière. Donc on ne peut pas imaginer qu'il y ait du minerai uranifère qui soit... exporté, non. Pour vérifier les dires du gouverneur, nous retournons au poste frontière avec la Zambie, au sud du Congo, à Kasumbalesa. Là où chaque mois, des centaines de camions quittent le Katanga, officiellement chargés de concentrés de minerais de cuivre et de cobalt. Normalement, chaque chargement doit avoir été analysé par un laboratoire scientifique. Au point de contrôle, les fonctionnaires exigent les papiers. Okay. Tout est là et la destination... Est-ce qu'il y a l'analyse du laboratoire là? C'est pour le labo, ils étaient partis en labo Lubumbashi. C'est ça. Vous êtes obligé de vous fier aux documents. Nous fions et nous voyons s'ils sont en ordre. Vous êtes obligé un peu de prendre, pour argent comptant ce qu'on vous propose. Oui, c'est ça. Bon, on n'a pas un labo ici, non? C'est ça. Le contrôleur n'est pas très convaincu. Un peu plus loin, nous croisons des camionneurs sud-africains. Selon eux, il suffit de payer pour contourner les contrôles. Si t'as des dollars, pas de problème, tu peux y aller. Vous payez les douaniers? Oui, nos agents les payent là-bas. Ce n'est pas nous qui les payons directement. Nos agents nous disent qu'ils veulent de l'argent. Il y a de la corruption? Oui, il y a beaucoup de corruption ici. Impossible de traverser ce pays. Vous devez soudoyer tout le monde. Si tu ne peux pas payer, tu ne circules pas. Tu vois les camions là-bas, on était 7. 4 ont pu partir et 3 sont toujours bloqués depuis 3 semaines. 3 semaines? Oui, 3 semaines. C'est combien pour passer? Tu payes $50, mais si tu les as pas, tu discutes le prix et tu peux peut-être y aller. L'office central de contrôle, ils te prennent les papiers. D'abord, ils te disent « gare-toi » et ensuite « donne-nous quelque chose et tu pourras partir ». Alors les analyses des laboratoires et les contrôles au compteur Gégère empêchent-ils les trafics? Pour le savoir, nous nous rendons à quelques kilomètres de la frontière, à l'université de Lubumbashi, pour rencontrer un grand spécialiste de la radioactivité, le professeur Arthur Kaniki. Selon lui, ces contrôles sont bidons. Il passe ça sous le camion, et puis vous voyez, et puis il passe comment? À quelle distance? Pendant combien de temps? Les contrôles qui sont appliqués aujourd'hui, ils sont inefficaces. Vraiment inefficaces. On ne détecte absolument rien. Donc à ce moment-là, les produits radioactifs peuvent facilement sortir. C'est pas avec ce type d'appareil qu'on peut... Non, c'est pas avec ce type d'appareil qu'il faut le faire. À l'entendre, les frontières sont une passoire pour l'uranium. Dissimuler le minerai serait à la portée de n'importe quel trafiquant avisé. Si moi on me demande de faire sortir, de faire de manière à ce que le produit radioactif sorte ici, moi je sais le faire. Je sais le faire. Emballer convenablement pour que ça sorte sans que ça... Je sais le faire, c'est facile, c'est un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant qui est en théorie très surveillé. Direction l'Autriche, sur les bords du Danube. Le gendarme du nucléaire, c'est l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique. C'est une organisation basée à Vienne qui dépend de l'ONU. Dans ces bâtiments, plus de 2200 fonctionnaires sont en charge de contrôler les centrales et les réacteurs nucléaires, mais aussi le commerce du minerai dans le monde. Le travail de l'agence peut déboucher sur des embargos. L'objectif, c'est d'empêcher une prolifération anarchique du nucléaire, notamment à des fins militaires. Le sujet est ultra sensible, les conséquences des enquêtes de l'AIEA sont très politiques. L'interview se passe sous la vigilance très pointilleuse du chargé de presse. Nous, on ne fait pas de réglementation pour les petites mines.
On met au point des recommandations pour des pays et chaque pays est ensuite responsable de ce qui se passe dans ses propres mines. Pas de problème avec les grands principes, mais dès qu'on aborde un cas particulier, l'interview s'avère plus compliquée. N'est-ce pas difficile pour vous de contrôler un pays comme le Congo? Je ne peux pas parler du Congo. Je ne suis pas le gouvernement congolais. Et je ne fais pas partie du service de l'agence qui contrôle l'activité des mines. Visiblement, nos questions gênent. Au bout de quelques minutes, c'en est trop pour l'attaché de presse. Je pense qu'on devrait rester général, ok? Peter est le bon interlocuteur pour parler du rôle de l'agence, du commerce de l'uranium, comment elle aide les pays concernés. Je pense que vous devriez rester sur ce sujet plutôt que d'enquêter sur le Congo. Merci. Vous êtes sûr que je ne peux pas rencontrer un spécialiste du Congo? J'en suis sûr. Vous avez déjà demandé? Oui, je l'ai fait, désolé. Et pourquoi? C'était un sujet sensible? Oui. Le contrôle au Congo est un sujet dont on ne parle pas. Ce n'est pourtant pas le dossier iranien. C'est autre chose. Désolé. D'accord. Mais si je vous demande à rencontrer un spécialiste du Kazakhstan, de la Chine, c'est bon, non? Mais pas celui du Congo. C'est probablement pas seulement le Congo, mais le Congo est une nation... C'est la nature des questions que vous posez qui est le problème. Je comprends très bien où vous voulez en venir, mais on ne peut pas vous aider ici. Désolé. Je pense que vous pouvez comprendre ça. D'accord, merci. L'agence est très embarrassée pour parler officiellement de la République démocratique du Congo. L'ONU a organisé à grands frais les premières élections dans ce pays et veut ménager le président congolais. Les officiels ne diront rien de plus. Nous décidons de rencontrer un autre expert de l'AIEA pour un entretien plus officieux. Oui, bonjour. S'il vous plaît. C'est moi, oui. Oui, bonjour, Patrick Forestier à l'appareil. Oui, monsieur Forestier. Je vous dérange, peut-être. Dites-moi, je suis à Vienne. Oui. On peut pas se rencontrer? On peut se retrouver devant la porte de la cathédrale? Devant la porte de la cathédrale, si vous voulez. À 7h? Ok, ça va. Ok, ça va. À tout à l'heure. L'homme accepte de nous rencontrer. À l'extérieur de l'agence, par peur des oreilles indiscrètes et sous couvert d'anonymat. Patrick Forestier, comment allez-vous? En réalité, les trafics interdits de la mine de Chinkolewé sont bien connus à Vienne. Ce spécialiste est même très au courant des subterfuges utilisés par les trafiquants, mais il reconnaît que l'AIEA a du mal à trouver la parade. On se rend compte que finalement, il y a un vide juridique, essayer d'éviter qu'il y ait une contrebande de l'uranium sous le couvert de minerais de cuivre, de cobalt, de coltan, tout en sachant que les gars, ils n'en ont rien à foutre de cuivre, ils n'ont rien à foutre du cobalt, mais ils sont là pour l'uranium. Si le mec il retire à Chinko, et que c'est de l'uranium et qu'il dit ah non, c'est du cuivre. Donc c'est un peu compliqué. Mais c'est là que le problème. C'est pas toujours du jour au lendemain, on trouve les informations. C'est un travail de temps, d'analyse, de recoupement, de savoir quels sont les gens qui travaillent sur place, quels sont les intermédiaires. Le minerai est passé par là. Qu'est-ce qui s'est passé à un tel point? Il y a eu des arrangements financiers. Qui a payé? Sur quel compte? Tout ça, l'agence le fait. Mais c'est un travail de fourmi. Vous n'avez pas un pouvoir coercitif, c'est-à-dire... Ah non. Si je vous dis non, vous ne rentrez pas chez moi, vous partez. Non, c'est vrai. Si l'AIEA se méfie du Congo, c'est qu'elle a de bonnes raisons. Le pays a déjà été épinglé. Il n'en est pas à sa première incartade avérée avec les règles de l'agence. En août 2006, l'hebdomadaire britannique Sunday Times révèle un trafic d'uranium depuis le Congo vers l'Iran. Une cargaison de minerais chargée à Dar es Salaam devait être acheminée vers le port iranien de Bandar Abbas. L'homme qui a découvert ce trafic habite aujourd'hui en Angleterre, près de Birmingham. 1 heure de route
à travers la campagne anglaise, pour arriver dans la petite ville de Pershore, où nous avons rendez-vous avec Brian Johnson Thomas, l'expert de l'ONU qui a mené l'enquête en Afrique sur cette affaire. Fancy meeting you here, Patrick. Absolutely. Coffee? Son passeport de service des Nations Unies témoigne de sa mission d'expert assermenté. You're an expert on mission. Expert on mission. C'est un visa du Congo, non? Ces accusations sont très claires. C'était de l'uranium et il venait du Katanga. Au moment où je suis arrivé à Dar es Salaam, les containers avaient été enlevés. Je pense par les Américains. Mais c'était très sensible. J'ai parlé à des officiels là-bas et j'ai obtenu la confirmation que la cargaison était destinée à l'Iran. Si vous avez un certificat de douane qui dit que vous avez envoyé de l'uranium à Bandar Abbas, vous pouvez oublier. L'Iran est un pays sous embargo. L'AIEA le soupçonne de préparer une bombe atomique. Il lui est interdit d'importer de l'uranium. En revanche, si vous avez un document qui indique que vous avez exporté du coltan au Kazakhstan via Bandar Abbas, c'est bon. Ce sera juste un conteneur de plus parmi des milliers. C'est comme cela que l'on procède au trafic. Il y a tellement de conteneurs chaque jour qui circulent que la probabilité d'être contrôlé est ridicule. C'est en enquêtant dans ce port, Dar es Salaam en Tanzanie, le débouché maritime des minerais congolais, que Brian Johnson Thomas est arrivé à mettre à jour les mécanismes du trafic. Ce qui s'est passé clairement dans le cas de la cargaison affrétée à Dar es Salaam, c'est que plusieurs officiels du gouvernement congolais avaient la possibilité de fabriquer des faux documents qui permettent de passer tous les contrôles. Comment pouvez-vous contrôler un container qui est lui-même sur un camion qui traverse l'Afrique et qui est ensuite chargé sur un bateau qui va cingler vers le Golfe? Vous n'aurez jamais la possibilité de le contrôler. Pour vous, à cette époque, qui achetait l'uranium congolais? Le gouvernement iranien espérait acheter cet uranium parce qu'il est de meilleure qualité que celui qu'il a chez lui. Il est plus facile à travailler si vous voulez fabriquer des bombes. L'Iran, comme le Congo, ont tout démenti en bloc. Les mois d'enquête de Brian n'ont débouché sur aucune décision concrète de la part de l'ONU. Une autre affaire a défrayé la chronique. Direction Kinshasa, la capitale du Congo. La ville est une des plus déshéritées d'Afrique. Dans ce pays instable, des régions entières sont hors contrôle. Il y a des guerres depuis 15 ans. On y trouve pourtant une installation extrêmement rare sur le continent. Dans l'enceinte de l'université, ce bâtiment peint en bleu et blanc apparemment anodin abrite un réacteur nucléaire expérimental. À l'entrée, les formalités sont rapides, sans commune mesure avec celles qui prévalent dans les centrales en Europe. C'est vrai, ça. Tout est vétuste. Seul fonctionne un petit appareil qui sert à quelques expériences médicales. Ici, on travaille plus avec le césium-137. On n'a pas encore du radiateur au cobalt 60. Et c'est ça qui nous sera vraiment, qui nous fera plaisir de l'avoir. Nous avons fait déjà la demande. La demande a été faite. Pour remplacer C'était l'appareil qui est assez ancien ou... 72. 72, oui. Donc là, il est posé là depuis 72, ça n'a plus bougé. Non, on irradie, hein. On fait beaucoup de radiation ici. Alors, je voulais ajouter qu'il est sous haute protection quand même, parce que tous les lieux sensibles, comme ici, sont entourés des équipements de détection. Détection de rayonnement. Disons, contre les intrusions. Hein. Oui. C'est ce qu'on peut dire. Hein. Nous avons des détecteurs d'intrusion. Oui, je vois que vous avez quand on a fermé, il n'y a personne qui peut venir toucher ici sans... Je vois que vous avez renforcé le... Si, on a renforcé tout ça. Oui. Pour empêcher les vols, de vieux barreaux aux fenêtres. Et derrière cette simple porte, le cœur du centre, le réacteur nucléaire. Il a été offert par les États-Unis et la Belgique juste avant l'indépendance en 1960. Depuis 2004, il est en panne. Mais au fond de la cuve, les barres d'uranium sont toujours là. Avec elles, on peut tout simplement bricoler une petite bombe et irradier des milliers de personnes. Ça se présente comme ça. Ça se présente comme ça.
Ça, c'est un matériel didactique. Il y en a suffisamment dans le cœur du réacteur. Vous en avez combien là? Oui, il y en a un certain nombre, c'est suffisamment pour faire fonctionner le réacteur. Vous les comptez quand même? Mais bien sûr, il y a un inventaire qui se fait régulièrement. Chaque année, nous avons une inspection des experts de l'AIEA qui viennent ici dans le cadre de la comptabilité des matières nucléaires. Et chaque année, ils viennent pour vérifier la quantité... que le chiffre, le même. Voilà, exact. La question du comptage est plus sensible qu'il n'y paraît. En 1998, une barre d'uranium volée dans cette centrale a été retrouvée en Italie. La mafia sicilienne impliquée dans un trafic d'armes nucléaires. La police italienne a réussi à saisir des barres d'uranium pouvant servir à armer des ogives nucléaires. 14 personnes interpellées à Rome, à Catane et dans le nord du pays. Une seconde barre volée n'a jamais été retrouvée. Aujourd'hui encore, elle représente un danger pour des centaines d'années, mais pas de quoi effrayer les blouses blanches. Il y a quelques années, il y avait eu 2 barres qui avaient... Ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Il y a 35 ans. Une qu'on avait retrouvée chez nos amis italiens. Ah oui. Mais ça, c'est une histoire récurrente. Hein. Chaque année, on vient nous rabattre les oreilles à cause de cette histoire. Mais c'est une histoire qui a été déjà au niveau de l'inventaire de combustible. C'est déjà au niveau de l'inventaire, on a déjà mis ça de côté. Donc, on n'a plus de problème avec l'AIEA parce que nous avons déjà enlevé ça de notre inventaire de combustible. Ça a été reconnu que ça avait disparu et qu'on aurait retrouvé une barre chez nos amis italiens, comme vous avez si bien dit. Bon, pour nous, c'est déjà... Le fameux pupitre, c'est celui-là. Alors, c'est ici où il y a des problèmes. Voilà, tout est à l'arrêt ici. Oui, je peux allumer. Pas la haute tension. Effectivement, lorsqu'on branche le pupitre, tous les témoins s'allument en rouge. Le réacteur est piloté depuis ici. Depuis ici. Quand c'est rouge, c'est toujours mauvais. Le vert, c'est bon. Le jaune, c'est dangereux. Là encore, pas de quoi affoler les savants. Il faut remplacer tous les pupitres de commande. Voilà. Parce que l'électronique a un peu vieilli. On ne trouve pas de pièces de rechange pour le moment. Et on a estimé qu'avec $1 million, on peut trouver, notre pupitre. Le poste de commande, vous le refaites à neuf et vous pouvez encore utiliser votre réacteur pendant longtemps. Exactement, c'est ça, pendant longtemps, au moins une dizaine d'années. Nous, les Congolais, nous voulons le redémarrage. Et pendant que ça va fonctionner, si maintenant il y a d'autres possibilités, on peut construire un autre réacteur. Ça, ce sera la deuxième phase. Deuxième phase. Mais bon, il y a des opinions, hein. L'opinion américaine, il faut démanteler. Et nous, on ne veut pas. Pas sûr que quelqu'un soit prêt à les aider. Le nouveau pupitre n'est probablement pas pour demain. À l'extérieur, c'est encore plus inquiétant. Les autres bâtiments sont à moitié en ruine et les fondations du site sont menacées par le ruissellement des pluies. Les érosions peuvent progresser ici, hein. Les eaux périphériques, hein. Nous sommes sur une pente. Ah, d'accord, donc lorsqu'il pleut beaucoup, ici, on peut avoir les... Il y a de l'eau de ravinement, ça. C'est ça. Et à partir de ce moment, ce collecteur ramasse toutes les eaux qui coulent jusque dans la vallée, empêchant ainsi l'érosion de déranger. Il y avait la clôture aussi. Oui, la clôture suivra. Vous voyez les anciennes... Pourtant exigé par l'AIEA depuis des années, un mur d'enceinte n'est toujours pas construit. Le réacteur nucléaire de Kinshasa est aujourd'hui encore ouvert aux 4 vents. Bonjour. Merci. Pour reparler des barres d'uranium disparues, un professeur du centre de recherche, Fortuna Lumu, accepte de nous retrouver à notre hôtel. À l'époque où les 2 barres ont disparu, l'enquête a donné quoi? Eh bien, l'enquête n'avait rien donné de positif. On s'est demandé comment ces barres avaient pu disparaître. Nous n'avons aucune explication. Aucune. Parce qu'il n'y a pas eu effraction. Non. Quelqu'un est entré avec les clés pour accéder, pour prendre. Avec les clés? Avec les clés. Alors. Là, c'est l'opération qui était bien préparée. Et on a fouillé. J'étais à l'époque directeur général adjoint.
On a fouillé chez chaque agent, au domicile de chaque agent. On n'a rien trouvé. C'est seulement plusieurs années plus tard, la presse qui révèle. Ces bars, entre mauvaises mains... Ah oui, elles peuvent faire très mal. Elles peuvent servir la cause des terroristes, des gens malveillants, absolument. Mais nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises. Le lendemain, nous avons rendez-vous avec un haut fonctionnaire qui a été le témoin d'un autre trafic. Un trafic de ce que l'on appelle des casques d'uranium. En fait, des cylindres ou des cubes d'une quinzaine de kilos de matière radioactive. Des objets répertoriés sur ce document du Centre de l'énergie atomique congolais. Des objets interdits à la vente. Au début des années 2000, ils ont pourtant attiré la convoitise d'émissaires venus de Téhéran, un pays frappé d'embargo. Les Iraniens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ce type de produit? Je ne sais pas, comme ils cherchaient de l'uranium par tous les moyens, ils pensaient trouver leur compte. Oui. C'est l'uranium qui les intéressait, bien sûr. Et dans cette délégation iranienne, on voit qui alors? Il y avait un scientifique de haut niveau, l'ambassadeur d'Iran, un envoyé spécial. Il parlait anglais ou... Anglais, bien sûr. Pas français, hein? Non, non, anglais. En costume cravate? Bien habillé, oui, costume cravate, oui. Oui. Un gentleman, oui. Est-ce que les Iraniens ont conclu le marché? Mais ils n'ont pas pu conclure, puisque celui qui les a invités est mort ce jour-là. Le meurtrier de Laurent Désiré Kabila était apparemment l'un des membres de sa garde présidentielle. Ce jour-là, ce 16 janvier 2001, c'est un hasard de l'histoire qui fait capoter cette vente secrète aux Iraniens. C'est le jour où on a tué le président Kabila. Ce jour-là, les Iraniens, eux, ils étaient là à la cité africaine, de l'Union africaine, attendant d'être reçus pendant qu'on l'exécute. Vous voyez cause à effet? Non, c'était... J'ai eu peur, il y a eu une fausse bleue, vous vous rendez compte? C'était terrible. J'ai dit... Joseph Kabila, le fils qui succède au président assassiné, ne poursuivra pas la négociation avec les Iraniens. Il fait stocker les casques d'uranium, une cinquantaine, dans un camp militaire, à l'abri des questions de l'AIEA. Sur la route de l'aéroport, là, Kibomango. L'AIEA veut aller inspecter là-bas. Pour aller là, il faut l'autorisation du numéro 1. Oui, mais... Pas seulement le ministre de la Défense qui a dit non, c'est la garde présidentielle, il faut l'autorisation. Pourquoi il y a autant d'hésitation? C'est parce que des 50 qui devaient être là, il n'y en a plus que 2 ou 3. Alors le reste, c'est volatilisé. Depuis Vienne, l'AIEA insiste pour visiter ce camp militaire où seraient stockés les casques d'uranium. Ceux en tous les cas qui n'ont pas été revendus. En témoigne ce document signé d'un chef de division de l'AIEA, envoyé aux autorités congolaises. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir faire le nécessaire pour que les inspecteurs puissent avoir accès à cette base et disposer des matières en question. Sans résultat. On retrouve des indices de ce trafic jusqu'au-delà des frontières. Le plus hallucinant se passe au Congo-Brazzaville voisin. Selon ces documents, des casques d'uranium sont proposés à la vente par un ministre de Brazzaville pour son compte personnel. La commission, c'est elle qui a fait ce rapport. Et ici, c'est le papier de Brazzaville, la commercialisation. Le ministre congolais, vous voyez? Ils se négociaient ces casques à l'époque. Ils se négociaient à 500 000 $. Le trafic est tellement important qu'un officier des services de renseignement de Brazzaville demande même de l'aide auprès de l'AIEA. Il s'alarme que des avions privés ukrainiens et yéménites atterrissent sur un petit aéroport pour charger du matériel nucléaire. Nous avons joint à Vienne un autre inspecteur de l'AIEA, fin connaisseur du Congo. Les casques de Kinshasa, il reconnaît qu'il ne sait pas où ils sont allés. Vous pourriez imaginer que ces casques ont été revendus. Disons que oui, ça aurait pu être revendu. Ou nous, c'était plus de l'avoir, comme c'était l'uranium appauvri, de l'avoir sous contrôle pour pouvoir s'assurer qu'il ne continue pas d'y avoir des problèmes. Pour vous, ces casques représentent un danger? Disons que ça ne représentait pas un danger immédiat, mais on a toujours peur que... Dans quelle main ça va tomber? On aime bien l'avoir sous garantie, que ce soit dans les pays dotés d'un cycle de combustible, pour limiter le problème de la prolifération. Et à ce moment-là, on est sûr que ça ne prenne pas dans des coins à gauche ou à droite. Direction le Niger, plus au nord, en Afrique de l'Ouest.
Ici, pas question de trafic, tout se passe d'État à État, tout est officiel. Ce jour-là, grand raout en plein désert. En hélicoptère, le président nigérien vient inaugurer le chantier d'une nouvelle mine, Imuraren. Le contrat a été confié à Areva, le numéro 1 mondial du nucléaire. En première ligne du comité d'accueil, la PDG française en personne, Anne Lauvergeon, accompagnée du ministre français, Alain Joyandet. Madame Lauvergeon, comment ça va? Mais je ne suis pas venu en retard, non? Oh non! Parce qu'on compte les heures avec elle. Excellence, comment ça va? Très bien, merci. Vous allez bien? Plus de 1000 Touaregs sont à la parade. Ils viennent célébrer l'ouverture de la plus grande mine d'uranium en Afrique, la seconde au monde. Une manne inespérée pour les nomades de la région et un beau contrat pour la patronne française. Atomic Anne, comme on la surnomme. Classée parmi les 10 femmes les plus puissantes du monde par le magazine américain Forbes. D'un côté, 40 ans de partenariat gagnant-gagnant dans la production d'uranium. De l'autre, 40 ans de collaboration s'ouvrent à nous pour permettre d'ici peu la production de 5000 tonnes d'uranium par an. 200 000 tonnes d'uranium sont sous nos pieds. Demain, le Niger confirmera et même renforcera sa place incontournable sur le marché de l'uranium en doublant sa production actuelle. Je vous remercie. Il fait 45 degrés au soleil, mais la Française tient à marquer le coup. Anne Lauvergeon donne un coup de pelle symbolique dans ce nouvel Eldorado qui garantit l'approvisionnement de la France en uranium. Même quand il est officiel, le marché de l'uranium est très secret. Mais la PDG accepte de faire une exception pour nous en parler. Elle nous emmène dans son avion. En réalité, derrière les flonflons, il lui a fallu plus de 2 ans de négociations âpres pour arracher ce nouveau contrat. Elle a dû mettre la main au portefeuille. Areva a financé la totalité de l'investissement. Nous apportons de la compétence, de la technologie. Nous apportons également des investissements considérables, énormément d'argent. Dans le montage que nous faisons pour Imuraren, par exemple, l'État du Niger aura un peu plus de 33%, 34%. C'est nous qui finançons sa part. Et ils vont rembourser leur part, effectivement, par l'uranium qu'on va produire. La patronne fait la tournée des popotes. À 1 heure d'avion, Arlit, la région qui abrite les 2 mines historiques d'Areva depuis 40 ans. Une présence dont elle est très fière. Alors, vous n'avez jamais essayé? Si. Alors ça, c'est un bébé camion par rapport à Imuraren. Hein? C'est un bébé camion. Ça va être des monstres. Voilà. Ça, c'est les petits. Ça, c'est là, voilà. C'est le niveau de base. Vous avez déjà essayé de conduire un engin pareil? Ouais, j'ai déjà fait. Et vous verrez. J'ai pas le droit parce que j'ai pas le permis de conduire, mais je l'ai. Dites-moi, ici, ça c'est l'uranium, c'est ça l'uranium? L'uranium, c'est tout ce qui est gris. Tout ce que vous voyez, tout ce qui est rouge, c'est les stériles au-dessus. Tout ce qui est gris, il y a de l'uranium dedans. Alors peut-être pas beaucoup, donc il va falloir l'extraire. Voilà. Alors il y a des zones où il y en a beaucoup, il y a des zones où il y en a moins. Et tout l'art, c'est justement de savoir mélanger pour qu'à l'arrivée de l'usine, il y ait toujours la même teneur. Voilà. Ça, c'est quand je dis de l'art, c'est de l'art. Ouais, c'est de l'art. C'est de l'art. Le métier de mineur, c'est de l'art. Les ouvriers travaillent jour et nuit. Les méthodes sont industrielles. On est bien loin des mines clandestines du Congo. Ici, on extrait chaque année des millions de tonnes de roches uranifères. Nos scénarios prévoient en fait la construction dans les 20 prochaines années d'autant de centrales que celles qui ont été construites dans les 50 dernières années ou 40 dernières années. 250 centrales. Et sans uranium? Et sans uranium, ça ne sert à rien. Et c'est ici, vous voyez, c'est dans des mines comme ça qu'on sort cette formidable richesse. Démarrage officiel. Le cours mondial de l'uranium est en ce moment à la hausse, environ le double d'il y a 20 ans. Alors, il faut augmenter la production. Pour pouvoir l'augmenter à 3000 tonnes, on va faire les 1300 tonnes supplémentaires avec les tas de minerais qui n'ont pas été traités jusqu'ici parce que les teneurs étaient beaucoup plus faibles et donc le coût de traitement sur le plan économique n'était pas rentable. Comme la demande augmente, il faut y faire face, donc il faut produire plus. C'est ce qu'on fait ici. Le lendemain matin,
nous découvrons la mine souterraine d'Akuta, l'autre mine d'Arlit. Pour descendre au fond, il faut revêtir une combinaison, question de sécurité. Ça, c'est l'habit du mineur? Oui. Il faut un casque? Pendant plusieurs années, la compagnie a été accusée de ne pas respecter les règles d'environnement en matière de pollution de l'air et de l'eau. Selon un rapport de la CRIRAD, une ONG française, la contamination de l'air ambiant se poursuivrait autour de la mine. La compagnie affirme, elle, avoir pris toutes les mesures pour empêcher ces propagations. Fait exceptionnel, elle accepte de nous ouvrir les portes de ces boyaux souterrains. Nous entrons dans le Saint des Saints, la mine d'uranium. Pourquoi ces douches? On essaye au maximum de garder l'espace confiné, de retenir les poussières qui pourraient charrier les matières radioactives à l'intérieur de la mine. Donc on arrose, la poussière qui peut voler est fixée au sol. Elle ne va pas à l'extérieur. Et elle ne va pas à l'extérieur. Elle ne va pas contaminer. Elle pourrait contaminer, et donc là on limite au maximum. Donc on essaye d'arroser dans la descendrie et le long des pistes d'accès principales. À 250 mètres de fond, l'air est frais. Ici, les galeries courent sur 250 km, un labyrinthe. Ça, on est en plein milieu de la galette? Ouais. On est en plein milieu du gâteau, là. Autour c'est que du uranium. En fait, il y a plusieurs gâteaux. Là, on est en plein milieu d'un gâteau. Les ingénieurs sont très fiers de leur savoir-faire. Une foreuse creuse des trous dans la roche. On y placera des charges d'explosifs. Le filon d'uranium est entre ces traits rouges, large d'un bon mètre. On est en plein cœur du gisement. Ouais, en plein cœur d'un gisement. Donc il y a une teneur moyenne là pour l'instant d'à peu près 3,2 pour 1000, donc 3,2 kg d'uranium pour une tonne. Et le gisement, on l'a développé aujourd'hui dans 500 mètres sur cette direction et 200 mètres dans la direction est, par là. Surprise, ici, pas de combinaison étanche. Nous ne sommes pas dans une centrale nucléaire. Mais il y a tout de même des risques pour ceux qui travaillent. Alors on prend des précautions. Le taux de contamination de chacun est suivi de très près. Tout le personnel au fond a ce dosimètre. On a les normes qui sont à respecter, qui sont de 20 millisieverts par personne et par an. Ici, nous, on s'est fixé la limite de 18 millisieverts. Et on arrive à contrôler les gens. La dose maximale aujourd'hui, elle est de l'ordre de 15-16 millisieverts. Vous, ça fait combien d'années que vous êtes ici? 30 ans. Et alors, vous êtes à combien? Je tourne autour de ce que je parle, 18 ans. Ouais. Il faut bien aérer, comme ça le radon n'a pas le temps de se... Et prendre son repos dans les endroits qu'on a aménagés, donc on est sûr, et qui sont contrôlés pour tout ce qui est émissions de gamma et radon. Si c'est un problème de barrage, par exemple, ou un problème de gaine, ou un problème de ventilation, tout de suite, on fait des recherches, on trouve la solution, on corrige avant de continuer. On arrête le jet. Retour à l'air libre. Direction l'usine de transformation. Le vice-président en charge du secteur minier de tout le groupe, Sébastien de Montessu, mène la visite. Je vais le faire moi et puis je me laverai les mains. Vous n'avez qu'à rester ici. Devant nous, une montagne de minerais d'uranium. Radioactif mais pas trop, apparemment. Là, c'est de l'uranium naturel, hein. Enfin, l'uranium, de minerai d'uranium. Vous le touchez avec un peu de... C'est quand même... Vous se lavez les mains? Non, faut pas l'avaler. Faut se laver, donc après, il faut se nettoyer les mains. Mais c'est pas... voilà. Oui, parce que 2 kilos pour la tonne. Oui, c'est pas ça qui va... Oui. Faut pas le manger. Oui. Donc là, on voit, il y a des grains d'uranium légèrement ocre. Donc ça, c'est de l'uranium naturel, qui va être passé ensuite dans l'ensemble de la machine pour pouvoir être extrait et puis concentré. On s'engage de plus en plus sur des contrats sur 20 ans, 30 ans avec nos clients. Donc on veut pouvoir leur démontrer que dans 20 ans, on a d'ores et déjà les capacités pour pouvoir leur fournir dans 20 ans l'uranium nécessaire pour leur centrale. Broyé, noyé dans des bains d'acide, le minerai ressemble à de la boue grisâtre. Après plusieurs jours de traitement, au bout de la chaîne, de l'uranium naturel concentré, qu'il faut désormais manipuler avec beaucoup de précaution, le yellow cake. Après les passages en cuve, on a réussi à obtenir ce qu'on appelle le yellow cake, qui est une concentration à 69-70% d'uranium. D'accord ? Donc là, on a
notre or jaune à nous. Là, c'est quand même un produit qui intéresse beaucoup de nations. Ah oui, tous ceux qui veulent passer à l'énergie nucléaire. L'électricité nucléaire, tout part de là. Si vous n'avez pas ça, c'est pas la peine de construire un réacteur. Pour le nucléaire militaire, c'est la même chose. À un moment donné, ils sont obligés de commencer par cette étape aussi. La grosse différence, c'est que l'uranium militaire, il va être beaucoup plus enrichi que l'uranium qui va être utilisé dans les centrales nucléaires. Le Français se veut exemplaire en matière de respect des lois internationales. Il sait que ce Yellow Cake peut attirer la convoitise de beaucoup de monde. Alors ces fûts ont tous leur brevet de légalité, un numéro et une étiquette officielle. Et ils les récupèrent, ils les notent, ils les marquent pour s'assurer que la production qui sort en uranium naturel, on est capable de tracer la destination finale de ces fûts. Est-ce que vous déclarez chaque fût, par exemple à Vienne, à l'AIEA? Oui, tout à fait, on tous déclarés. Aucun risque ici que ces fûts ne finissent entre des mains inconnues. Mais cette rigueur risque d'être mise à rude épreuve. Car Areva vient de se donner un nouveau terrain de chasse. La République démocratique du Congo. Lors de la visite de Nicolas Sarkozy à Kinshasa en mars 2009, la société a signé un accord pour prospecter de l'uranium dans le pays. Le lac de Chinkolewé, la mine d'où partent les trafics, pourrait voir arriver bientôt des prospecteurs d'Areva. Plus il y aura de centrales nucléaires dans le monde, plus les grandes compagnies vont devoir exploiter le minerai dans les régions à risque. On prévoit que les besoins en uranium vont doubler dans les 20 ans qui viennent.